Mes parents ont légué 5 € à leur fille préférée, me laissant sans rien. Mais mon grand-père m'a offert un chèque de 55 €. Ma mère a hurlé, « Tu ne peux pas me faire ça !» Sa réaction face à ce qu'il a fait ensuite l'a anéanti. Je m'appelle Amandine Blanchet, j'ai 32 ans, et je ne m'attendais pas à assister à l'implosion de ma propre famille dans la bibliothèque aux boiseries d'acajou de notre domaine familial. Le notaire venait d'annoncer que mes parents avaient secrètement transféré l'héritage de 5 millions d'euros, destiné à nous trois, frères et sœurs, à ma sœur cadette, Juliette. Mon souffle s'est coupé lorsque grand-père Henri, que tout le monde croyait alité et à peine lucide, s'est soudainement levé de son fauteuil roulant, le regard clair et perçant. Il a prononcé quelques mots qui ont glacé le sang dans mes veines, « Je sais exactement ce que vous manigancez ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que toute mon enfance avait été bâtie sur des mensonges. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ce jour-là dans la bibliothèque, il faut connaître la famille Blanchet. Nous n'étions pas simplement riches. Nous étions une vieille fortune de Normandie, jouissant du genre de privilèges qui découlent de générations de sécurité financière. Mes parents, Richard et Diane Blanchet, présidaient notre famille comme des dictateurs bienveillants, nous rappelant toujours la chance que nous avions d'être nés dans une telle prospérité. Notre famille se composait de 5 membres, mon père, Richard, l'homme d'affaires calculateur titulaire d'un MBA d'HEC, ma mère, Diane, la mondaine parfaite qui gérait l'image de notre famille avec une précision militaire, mon frère Étienne. De 4 ans mon cadet et rebelle désigné de la famille, ma sœur Juliette, la petite dernière de 25 ans, et moi, Amandine, l'aînée. Dès mes premiers souvenirs, Juliette a été traitée différemment. À sa naissance, la dynamique de notre foyer a changé de manière notable. Alors que mes photos de bébé étaient rangées dans de simples albums au grenier, Juliette avait des portraits professionnels accrochés dans le grand hall d'entrée. Ses fêtes d'anniversaire étaient des événements extravagants avec des animaux et des artistes professionnels, tandis que les miennes n'avaient été que de simples rassemblements avec quelques amis d'école. Ce schéma s'est poursuivi en grandissant. Juliette a l'instinct des affaires de ton père, disait ma mère, même si Juliette ne montrait que peu d'intérêt pour autre chose que les réseaux sociaux et le shopping jusqu'à très tard. Pendant ce temps, je sortais major de ma promotion et suivais activement des cours de commerce dans l'espoir de rejoindre le groupe immobilier Blanchet, l'entreprise que mon grand-père Henri avait bâtie à partir de rien. Grand-père Henri était mon refuge dans la famille. Alors que mes parents assistaient au concert de rock d'Étienne par obligation et au récital de ballet de Juliette avec un enthousiasme sincère, grand-père Henri s'asseyait au premier rang lors de mes concours d'éloquence et de mes présentations en école de commerce. Il reconnaissait quelque chose en moi que mes parents semblaient déterminés à ignorer. « Tu me rappelles moi-même à ton âge », m'a-t-il dit un jour alors que nous nous promenions sur les terres du manoir de Beaulieu, notre domaine familial surplombant la côte normande. « Tu as la fin de construire quelque chose, pas seulement d'en hériter. » L'histoire de grand-père Henri était légendaire dans notre famille. Il avait commencé avec un seul immeuble délabré dans les années 1960 et s'était progressivement développé pour créer des propriétés de luxe dans toute la France. Au moment où il a confié les opérations quotidiennes à mon père, il y a 15 ans, le groupe immobilier Blanchet valait plus de 100 millions d'euros. Je l'admirais. Alors que mon père se concentrait sur le maintien de l'existant, grand-père Henri avait été un véritable visionnaire. Il m'a appris que la richesse n'était pas seulement une question d'accumulation, mais de création de valeur là où il n'y en avait pas auparavant. Le mépris de mes parents pour mes ambitions professionnelles est devenu plus prononcé après mon diplôme de l'ESSEC. Malgré mes qualifications, mon père m'a donné un rôle mineur dans la gestion d'une petite division de location, plutôt que le poste de développement que j'espérais. La gestion locative sera une bonne expérience, a-t-il dit avec condescendance. Le développement nécessite un certain instinct qui ne s'apprend pas à l'école. L'ironie, c'est que Juliette, qui avait à peine réussi ses examens dans une université de province, a immédiatement reçu le titre de vice-présidente et l'accès au projet de développement dès l'obtention de son diplôme. Le favoritisme ne pouvait pas être plus évident. Quand j'ai rencontré David à la fin de la vingtaine, il m'a apporté une perspective que ma bulle familiale ne m'avait jamais permise. Professeur de lettres au lycée, passionné de littérature, David a immédiatement percé à jour la dynamique de la famille Blanchet. Il prépare Juliette pour quelque chose, a-t-il observé après notre 3e dîner de famille. Et il t'écarte délibérément. J'ai d'abord défendu mes parents, trouvant des excuses sur le fait que Juliette avait besoin de plus de soutien ou que peut-être il voyait en elle quelque chose que je ne pouvais pas reconnaître. Mais au fond, je savais que David avait raison. La question était, pourquoi ?
Pourquoi mes parents favoriseraient-ils si manifestement leur plus jeune enfant alors que j'avais tout fait correctement? Lorsque David m'a demandé en mariage, la réaction de mes parents a été tiède, au mieux. Ma mère a organisé un modeste dîner de fiançailles au cercle privé. Rien à voir avec l'extravagance qui aurait été prévue si Juliette s'était fiancée à quelqu'un de leur cercle social. Un professeur? Vraiment, Amandine, avait chuchoté ma mère à mon père, pensant que je ne l'entendais pas. Elle aurait pu choisir le fils Ashton ou l'héritier Winthrop. David et moi nous sommes mariés quand même, achetant une modeste maison traditionnelle à 30 minutes du manoir de Beaulieu. J'ai continué à travailler pour l'entreprise familiale, essayant de prouver ma valeur malgré le plafond de verre que mes parents avaient installé au-dessus de moi. Pendant ce temps, Juliette voltigeait de département en département, recevant des éloges pour les réalisations les plus basiques. Alors que mes succès étaient considérés comme normaux, Étienne, pour sa part, ne voulait rien avoir à faire avec l'immobilier. Il poursuivait la musique avec une passion qui à la fois irritait et soulageait nos parents. Irrités parce que ce n'était pas la voie qu'ils avaient envisagée pour leur fils, mais soulagés parce que cela signifiait qu'ils ne rivalisaient pas pour le contrôle de l'empire familial. Cette bataille, semblait-il, se jouait uniquement entre Juliette et moi, bien que le terrain de jeu fût loin d'être équitable. À travers tout cela, grand-père Henri est resté mon champion. Il m'invitait régulièrement à déjeuner, posant des questions pointues sur l'entreprise et hochant la tête avec approbation à mes observations. À l'approche de la trentaine, j'ai commencé à espérer que peut-être, le moment venu pour la prochaine transition de direction, l'influence de grand-père pourrait faire pencher la balance en ma faveur. Malgré la préférence évidente de mes parents pour Juliette, j'étais loin de me douter qu'un jeu bien plus complexe se jouait en coulisses, un jeu qui finirait par exposer le cœur pourri au centre de la fortune Blanchet. 2 ans avant que tout ne s'effondre, la santé de grand-père Henri a commencé à décliner. Au début, c'était subtil, oublier des noms, égarer ses lunettes de lecture, raconter la même histoire 2 fois dans l'après-midi. Étant donné qu'il avait 84 ans, personne n'était particulièrement alarmé. L'âge finit par rattraper tout le monde. Mais au printemps suivant, son déclin s'est accéléré de façon spectaculaire. Il a quitté son aile du manoir de Beaulieu pour une suite spécialement équipée de matériel médical. Une infirmière à temps plein a été engagée et les visites familiales sont devenues des rendez-vous programmés plutôt que des passages impromptus. Malgré mon emploi du temps de plus en plus chargé, je prenais le temps de rendre visite à grand-père Henri au moins 2 fois par semaine. J'apportais des fleurs fraîches pour sa chambre et m'asseyais à son chevet, le tenant au courant des affaires, même si mes parents insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient plus suivre les conversations complexes. « Il trouve du réconfort dans ta voix », disait ma mère avec dédain, mais ne l'ennuie pas avec les affaires. Le docteur Reynaud dit que le stress pourrait aggraver son état. Il y avait des moments lors de ces visites où j'aurais pu jurer que grand-père était plus lucide que tout le monde ne le prétendait. Son regard s'aiguisait lorsque je mentionnais certaines propriétés ou transactions, et parfois il posait des questions étonnamment précises avant de retomber dans des politesses vagues. J'ai mentionné ces moments à mon père une fois, qui les a balayés comme étant le syndrome du crépuscule, des périodes temporaires de clarté courantes chez les patients atteints de démence. Alors que la santé de grand-père semblait s'aggraver, j'ai remarqué des changements importants dans l'entreprise familiale. Mon père a commencé à restructurer les départements, déplaçant des employés de confiance vers d'autres postes et faisant venir de nouveaux cadres de l'extérieur, chose que les Blanchet faisaient rarement. Lorsque j'ai questionné ces mouvements lors des réunions de direction, on m'a dit qu'ils préparaient l'avenir et que les changements avaient la bénédiction de grand-père Henri. Plus inquiétantes encore étaient les réunions à huis clos entre mes parents et Laurent Petit, l'avocat et notaire de longue date de la famille. 3 fois, je suis arrivé au manoir de Beaulieu pour visiter grand-père, seulement pour trouver maître Petit quittant le bureau avec des dossiers. Quand j'ai interrogé ma mère sur ces réunions, elle a vaguement mentionné la planification successorale et la garantie d'une transition en douceur. À cette époque, Juliette a soudainement développé un intérêt intense pour l'entreprise familiale. Après des années à traiter son titre de vice-présidente comme un simple prétexte pour avoir un bureau d'angle et une carte de crédit d'entreprise, elle a commencé à assister à chaque réunion, prenant des notes et passant du temps avec les directeurs financiers. La transformation était déconcertante. J'ai réalisé à quel point l'héritage de grand-père est important, m'a-t-elle dit un jour au déjeuner, sa voix mielleuse de fausse sincérité. Papa me mentore en privé. Il dit que j'ai un talent naturel pour la vision d'ensemble. J'ai essayé de discuter de mes inquiétudes avec Étienne lors d'une de ses rares visites depuis Londres, où il essayait de faire signer son groupe par un grand label. Quelque chose ne tourne pas rond dans tout ça,
ai-je dit alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse de ma maison. Papa fait des changements majeurs dans l'entreprise sans consultation appropriée. Juliette agit soudainement comme si elle était l'héritière présomptive et il limite l'accès à grand-père Henri. Étienne haussa les épaules, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Tu es paranoïaque, m'en dit. Papa a toujours été un maniaque du contrôle, et Juliette essaie juste de les impressionner comme d'habitude. Quant à grand-père, il est vieux et malade. C'est triste, mais ce n'est pas un complot. Mais mes soupçons ont continué de croître, surtout après avoir découvert accidentellement des documents dans le bureau de mon père alors que je cherchais des rapports trimestriels. Je n'avais pas l'intention d'espionner, mais le dossier étiqueté planification successorale, confidentiel était ouvert sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des projets de documents transférant des actifs importants des avoirs personnels de grand-père Henri directement à Juliette, contournant à la fois Étienne et moi. Lorsque mon père m'a trouvé en train de regarder les documents, son visage est devenu rouge de colère. Ce sont des affaires familiales privées, Amandine, a-t-il claqué en m'arrachant le dossier des mains. Des affaires familiales privées qui apparemment ne m'incluent pas, ai-je répliqué, ma voix plus tremblante que je ne le voulais. Ton grand-père et moi avons pris des décisions basées sur ce qui est le mieux pour l'avenir de l'entreprise, a-t-il dit froidement. Tout le monde n'a pas le tempérament adéquat pour la gestion de fortune. La conversation s'est arrêtée là, mais la tension entre nous a grandi dans les mois suivants. J'ai commencé à documenter tout ce que j'observais, changement dans la structure de l'entreprise, mouvements financiers inhabituels, le timing des réunions de mes parents avec Maître Petit. David pensait que je devenais obsessionnel, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce qui se passait n'était pas juste. Le dernier Noël avant la lecture du testament a été particulièrement tendu. Nous nous sommes réunis au manoir de Beaulieu comme toujours, grand-père Henri ayant été descendu pour l'échange traditionnel de cadeaux. Il semblait particulièrement confus ce soir-là, reconnaissant à peine Étienne et appelant Juliette par mon nom à plusieurs reprises. Pourtant, alors que tout le monde était occupé avec le dessert, j'aurais juré l'avoir vu observer mon père avec une expression qui ne ressemblait en rien à de la confusion. Cela ressemblait à du calcul. Alors que nous partions ce soir-là, Juliette m'a prise à part avec une affection fraternelle inhabituelle. Tu devrais vraiment commencer à penser à ton avenir au-delà du groupe Blanchet, a-t-elle dit en me serrant le bras. Toi et David pourriez déménager n'importe où avec ton diplôme. N'as-tu jamais voulu essayer quelque chose de complètement différent? L'avertissement n'aurait pas pu être plus clair si elle l'avait écrit. Il prévoyait de m'éjecter, et il voulait que je parte sans faire de bruit. Ils étaient loin de se douter que la lecture du testament de grand-père Henri bouleverserait tous leurs plans soigneusement élaborés d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Le jour de la lecture du testament s'est levé clair et lumineux, le genre de matinée d'automne fraîche qui aurait normalement remonté mon moral. David m'a serré la main pour me rassurer alors que nous franchissions les grilles ornées du manoir de Beaulieu. Aucun de nous n'a exprimé à voix haute la crainte qu'aujourd'hui marque officiellement mon exclusion de l'entreprise familiale et peut-être de la fortune familiale tout entière. Quoi qu'il arrive, a dit David alors que nous nous garions à côté de la Bentley de mon père, nous avons l'un l'autre et nous avons une belle vie, peu importe ce que tes parents décident. La grande bibliothèque du manoir avait toujours été ma pièce préférée. 2 étages de livres reliés en cuir, une immense cheminée en pierre et des fenêtres du sol au plafond donnant sur la Manche créaient une atmosphère d'élégance intemporelle. Aujourd'hui, cependant, la pièce semblait étouffante. Mon père se tenait près de la cheminée, impérial dans un costume anthracite sur mesure. Ma mère était perchée sur un fauteuil bergère en cuir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son expression d'une gravité appropriée. Juliette était assise à proximité, vêtue d'une robe noire coûteuse qui semblait calculée pour suggérer le deuil, bien que grand-père Henri fût bien vivant, quoique malade. Grand-père lui-même était là, ce qui m'a surprise. Amené par son infirmière, il était affaissé dans un fauteuil roulant spécialisé, une couverture écossaise sur les genoux. Malgré la chaleur de la pièce, sa présence autrefois imposante avait tellement diminué que j'en avais mal au cœur. Il semblait à peine enregistrer l'importance de la réunion. Étienne est arrivé en dernier, l'air mal à l'aise dans un costume qui n'allait pas tout à fait à sa carrure de musicien. Il m'a fait une brève accolade avant de prendre place aussi loin de nos parents que la disposition des sièges le permettait. Maître Laurent Petit s'est éclairci la voix et a ajusté ses lunettes à monture métallique. Merci à tous de vous être réunis aujourd'hui. Comme vous le savez, Henri a décidé, compte tenu de son état de santé, d'exécuter certains aspects de son plan successoral maintenant plutôt que d'attendre.
Il pense que cela assurera une transition plus douce et lui permettra de voir ses vœux se réaliser de son vivant. Maître Petit a commencé à lire les dispositions légales standards, les nominations de dirigeants, les considérations fiscales, les legs caritatifs aux organisations préférées d'Henri. J'écoutais attentivement, attendant les détails qui impacteraient l'entreprise familiale. Concernant le groupe immobilier Blanchet, a poursuivi Petit, Henri a déjà transféré le contrôle opérationnel à Richard comme vous le savez tous. Cependant, les parts de propriété devaient être distribuées au décès d'Henri selon les pourcentages suivants, 40% à Richard, 20% à Amandine, 20% à Étienne et 20% à Juliette. Mon cœur s'est légèrement soulevé au mot au devait. Au moins, grand-père avait initialement l'intention que nous partagions l'entreprise équitablement. Cependant, a dit Petit en ajustant à nouveau ses lunettes, dans le cadre du plan successoral révisé d'Henri exécuté il y a 3 mois, lorsqu'il a transféré la procuration à Richard, une distribution importante a déjà eu lieu. Petit a sorti un document de son dossier. Henri a fait don à Juliette Blanchet de 5 millions d'euros en liquidités et en biens immobiliers, y compris le développement de Cabourg, le complexe résidentiel de Deauville et la propriété de vacances de Biarritz. La pièce a commencé à tourner légèrement. C'était exactement les propriétés que je gérais depuis 5 ans, des propriétés qui étaient censées être divisées entre tous les petits-enfants. Et le développement de Cabourg n'était même pas encore terminé. C'était le projet dans lequel j'avais mis tout mon cœur, recherchant l'impact environnemental, travaillant avec les élus locaux et concevant une communauté mixte qui fournirait à la fois du luxe et des logements abordables. Ces actifs, a continué Petit, ont été retirés de la distribution successorale et sont désormais la propriété exclusive de Juliette Blanchet. Ce n'est pas possible, ai-je dit, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. Ces propriétés étaient spécifiquement mentionnées dans le plan successoral original de grand-père comme devant être divisées entre nous tous. Mon père s'est avancé, son expression un mélange répété de sympathie et de fermeté. Amandine, ton grand-père et moi en avons discuté longuement. La réalité est que Juliette a fait preuve d'un sens des affaires exceptionnel au cours de la dernière année. De plus, avec toi et David ayant des carrières établies et Étienne poursuivant sa musique, Juliette a simplement de plus grands besoins financiers à ce stade. De plus grands besoins financiers, a répété Étienne, incrédule, s'impliquant enfin dans les débats. Elle vit dans un pantouse payé par l'entreprise et n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie en dehors du poste confortable que vous lui avez donné. Le visage de Juliette est devenu rouge de colère. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé étroitement avec papa sur des projets majeurs. Ce n'est pas parce que je ne diffuse pas chaque petite réussite comme Amandine que je ne l'ai pas mérité. Mérité ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, bien qu'il n'y ait eu aucun humour là-dedans. Juliette, tu ne pouvais même pas expliquer comment fonctionne un taux de capitalisation l'année dernière et soudainement tu as mérité 5 millions d'actifs ? Ma mère est intervenue, sa voix portant ce ton d'avertissement que j'avais entendu toute mon enfance. Amandine, c'est exactement le genre de réaction qui inquiétait ton grand-père. Cette compétitivité, cette incapacité à être heureuse pour le succès de ta sœur. Succès ? Je me suis levé, le sang battant dans mes oreilles. Quel succès ? Qu'a-t-elle réellement accompli à paraître votre préféré ? Maître Petit a maladroitement mélangé ses papiers. Peut-être devrions-nous faire une brève pause. Non, les jeux coupés en me dirigeant vers son bureau. Je veux voir les documents de transfert maintenant. Après un moment d'hésitation et un signe de tête de mon père, Petit m'a tendu la paperasse. C'était là, noir sur blanc. La signature de mon père en tant que mandataire autorisant le transfert d'actifs qui nous était destiné à tous, à Juliette seule. La date sur le document coïncidait avec la période où la santé de grand-père Henri avait soi-disant pris un tournant dramatique pour le pire. C'est mal, ai-je dit doucement en parcourant les pages. Grand-père n'aurait jamais voulu ça. Il croyait en l'équité. Les gens changent d'avis, Amandine, a dit mon père doucement, surtout quand il voit qui valorise vraiment l'héritage familial par rapport à qui pourrait être distrait par des intérêts extérieurs. Il a lancé un regard significatif à David. L'injustice de tout cela, des années de travail acharné rejetées. Mon dévouement à l'entreprise traité comme un passe-temps. Des actifs que j'avais gérés avec succès remis à ma sœur qui n'avait montré aucun intérêt réel jusqu'à récemment. C'était accablant. J'ai senti les larmes monter et je les ai refoulées. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Et c'est là que c'est arrivé. De son fauteuil roulant dans le coin, grand-père Henri a lentement repoussé la couverture de ses genoux.
Avec effort mais une stabilité surprenante, il s'est levé. Son infirmière a halté et s'est dirigée vers lui, mais il l'a repoussé d'une main ferme. « Ça suffit », a-t-il dit, sa voix plus forte et plus claire que je ne l'avais entendue depuis plus d'1 an. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. « Papa, tu ne devrais pas faire d'efforts », a-t-il dit rapidement. « Ramenons-toi dans ta chambre où tu pourras te reposer. » Grand-père Henri a fixé mon père avec un regard qui aurait pu geler le feu. « Je vous ai tous observé très attentivement. Le testament que vous venez d'entendre est un faux. » Le silence qui a suivi était absolu. La main de ma mère a volé vers son collier de perles, une habitude nerveuse de l'enfance. Juliette avait l'air de vouloir s'évanouir. Mon père se tenait parfaitement immobile comme un prédateur espérant éviter la détection. « Monsieur Blanchet », a commencé maître Petit prudemment. « Je vous assure que ce sont les documents que vous avez signés quand j'étais soi-disant atteint de démence ?» Grand-père Henri l'a interrompu, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Quand je ne pouvais soi-disant pas prendre de décision pour moi-même ? Richard, pensais-tu vraiment que je ne découvrirais pas ce que tu as fait ?» Mon père a commencé à parler, mais grand-père Henri a levé la main. « Épargne-toi ça. J'ai des preuves de tout. Les détournements de fonds, la comptabilité falsifiée, les comptes offshore, chaque sale affaire que tu as conclue dans mon dos au cours de la dernière décennie. » Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une petite clé USB argentée, la tenant comme un trophée. « Tout est ici, et le juge François en a une autre copie dans son coffre. Un coup de fil de ma part, et tout va au procureur de la République. » Mon monde s'effondrait et se reconstruisait simultanément. Grand-père Henri, mon grand-père Henri, nous avait testé tout ce temps, et mes parents avaient échoué de façon spectaculaire. La bibliothèque a sombré dans le chaos. Ma mère a commencé à sangloter théâtralement tandis que mon père tentait d'approcher grand-père Henri, pour être arrêté par un regard si féroce qu'il l'a stoppé net. Juliette restait figée, son visage parfaitement maquillé étant un masque de choc. Étienne s'est déplacé pour se tenir à côté de moi, nos épaules se touchant dans une démonstration silencieuse de solidarité que nous n'avions pas partagée depuis l'enfance. « Tout le monde s'assoit », a ordonné grand-père Henri, et remarquablement, tout le monde a obéi. Même mon père, l'homme qui avait dirigé notre famille et nos affaires d'une main de fer, s'est effondré sur la chaise la plus proche comme un enfant grondé. « Je vais commencer par le début », a dit grand-père, se déplaçant avec une agilité surprenante pour prendre le siège en bout de la longue table de la bibliothèque, sa place traditionnelle lors des réunions de famille. Il y a 14 mois, j'ai commencé à remarquer des irrégularités dans les rapports financiers trimestriels. Des propriétés qui auraient dû générer des revenus substantiels montraient des rendements minimes. Les coûts de développement pour les nouveaux projets étaient inexplicablement gonflés. L'argent circulait dans nos comptes selon des schémas qui n'avaient aucun sens pour une entreprise légitime. Il a regardé directement mon père. « Au début, je pensais que tu prenais simplement de mauvaises décisions. Mais Thomas François, vous vous souvenez de mon vieil ami devenu juge ? Il a suggéré que quelque chose de plus préoccupant pourrait se passer. » Le visage de mon père était passé de pâle à cendré. Le juge François était l'ami de grand-père depuis plus de 50 ans et était connu pour son expertise en matière de crimes financiers. Thomas m'a mis en contact avec un expert comptable judiciaire et un détective privé, a poursuivi grand-père. Ce qu'ils ont découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Richard, tu draines systématiquement les actifs du groupe Blanchet depuis au moins 8 ans. Des millions siphonnés vers des sociétés écrans et des comptes offshore sous divers pseudonymes. Ma mère a retrouvé sa voix, bien qu'elle tremblât d'émotion ou de calcul, impossible de dire lequel. Henri, tu es confus. Richard a fait croître la valeur officielle de l'entreprise. Les rapports annuels montrent clairement. Les rapports annuels montrent ce que Richard voulait qu'ils montrent, l'a coupé grand-père. Les vrais chiffres racontent une autre histoire. Nous devrions valoir près du double de ce que nous sommes sur le papier. Il s'est tourné vers Petit, qui avait l'air profondément mal à l'aise. Laurent, je suis déçu par toi. Tu as dû soupçonner que quelque chose n'allait pas avec ces documents que j'ai soi-disant signés. Petit a dégluti difficilement. Monsieur Blanchet, on m'a assuré que vous aviez des périodes de lucidité lorsque des décisions majeures ont été prises. Compte tenu de vos rapports médicaux. Des rapports médicaux qui ont été exagérés par des spécialistes qui ont mystérieusement reçu d'importants dons pour leur fondation de recherche de sources anonymes, a relevé grand-père en haussant un sourcil.
Ces rapports médicaux. Mon esprit s'emballait, reliant des points qui flottaient déconnectés depuis des années. L'accès restreint à grand-père, les nouveaux médecins, les changements soudains dans la structure de l'entreprise. Donc, tu as fait semblant tout ce temps, ai-je demandé, luttant encore pour concilier l'homme vif et stratégique devant moi avec le grand-père brumeux et confus que j'avais visité. L'expression de grand-père s'est adoucie en me regardant. Pas entièrement semblant, Amandine. J'ai 84 ans. J'ai quelques défis cognitifs, mais rien de comparable à ce qu'ils ont fait croire à tout le monde. Elle a souri légèrement. J'ai pris soin de paraître plus diminué quand certaines personnes regardaient. Il s'est retourné vers mon père. J'avais besoin de savoir jusqu'où tu irais. T'arrêterais-tu à falsifier les comptes ou essaierais-tu de manipuler mes dernières volontés aussi? Alors, j'ai créé le test parfait. J'ai fait semblant de décliner plus rapidement. Je t'ai laissé croire que tu avais le contrôle. Mon père a finalement parlé, son calme d'homme d'affaires partiellement restauré. Papa, c'est ridicule. J'ai fait quelques manœuvres fiscales agressives, certes, mais rien d'illégal. Quant au testament, toi et moi avons discuté des changements. Tu étais d'accord, Juliette montrait du potentiel. Richard, arrête. La voix de grand-père était calme, mais tranchante comme un couteau. Le jeu est terminé. Mon enquêteur a documenté des transferts totalisant 27 millions d'euros vers des comptes qui remontent finalement à toi et Diane, pas à l'entreprise, pas au fiducie familial, à votre contrôle personnel. Il a fait signe à son infirmière, qui a quitté la pièce brièvement et est revenu avec un homme âgé distingué que je ne reconnaissais pas. Voici Michel Dubois, ancien spécialiste des crimes financiers à la police judiciaire. Il monte le dossier depuis près d'1 an. Dubois a hoché la tête professionnellement. Nous avons des relevés de transactions, des journaux de communication et des témoignages de 3 anciens employés qui ont subi des pressions pour falsifier des documents. Les preuves sont concluantes. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était potentiellement criminel. Juliette a soudainement éclaté en sanglots. Pas les larmes calculées et délicates qu'elle déployait généralement quand les choses n'allaient pas dans son sens, mais de lourds sanglots. Je ne savais pas, a-t-elle pleuré, le mascara coulant sur son visage. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas avec certains papiers que papa m'a fait signer, mais il a dit que c'était juste de l'optimisation fiscale. Grand-père Henri l'a regardé froidement. Tu en savais assez, Juliette. Ces formulaires fiscaux que tu as signés autorisaient le transfert d'actifs hors du pays. Ta signature est sur des documents créant des sociétés écrans aux îles Caïmans. Elle faisait juste ce que je lui disais, a interjecté mon père sèchement. Laisse-la en dehors de ça. Comme tu as laissé Amandine en dehors, a riposté grand-père. La seule personne qui a réellement montré un véritable sens des affaires et un jugement éthique. Celle que tu as délibérément écartée parce qu'elle aurait pu remarquer ce que tu faisais. Entendre cette validation de grand-père, la confirmation que je n'avais pas imaginé les années passées à être ignoré et miné, a libéré quelque chose de serré dans ma poitrine. David a pris ma main sous la table. Le testament que vous avez entendu aujourd'hui est complètement fabriqué, a continué grand-père. Mon véritable plan successoral est tout à fait différent et il reste inchangé par rapport à ce que j'ai décidé il y a 5 ans. Il a fait signe à Dubois qui a produit un autre dossier de documents. Le groupe Blanchet sera placé dans une fiducie familiale, a expliqué grand-père. Amandine servira de fiduciaire principale avec Étienne comme fiduciaire secondaire. Les décisions opérationnelles nécessiteront l'approbation des deux. Richard et Diane, vous êtes démis de toute fonction de direction, avec effet immédiat. Mes parents ont regardé dans un silence stupéfait. L'esprit calculateur de mon père s'emballait visiblement, cherchant un angle, une issue de secours. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il finalement dit. Tu m'as légalement transféré la procuration. Ces nouveaux documents ne tiendront pas devant un tribunal. Une procuration obtenue par fraude et fausse déclaration de ma capacité mentale? Grand-père a souri minceur. Le juge François a déjà examiné les preuves. L'évaluation médicale que j'ai subie la semaine dernière à votre insu confirme que je suis pleinement compétent pour prendre ces décisions. Il s'est tourné vers moi et Étienne. Il y a encore une chose que vous devez savoir, et c'est peut-être la vérité la plus difficile de toutes. Il a pris une profonde inspiration. Richard n'est pas mon fils biologique. Si vous êtes toujours avec moi à travers ce cauchemar familial,
j'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. Quelqu'un d'autre a-t-il découvert que sa famille n'était pas ce qu'elle pensait être? Lorsque mon grand-père a lâché cette bombe, toute ma compréhension de notre histoire familiale a volé en éclats. Restez avec moi pendant que j'explique la vérité choquante sur la filiation de mon père et comment cela explique des décennies de ressentiment et de tromperie. Cette révélation a tout changé dans ma façon de voir mon héritage familial. Le silence qui a suivi l'annonce de grand-père Henri était assourdissant. Mon père est resté complètement immobile, son visage illisible. Ma mère a détourné le regard, étudiant ses ongles manucurés comme s'il détenait les secrets de l'univers. « De quoi parles-tu » a finalement demandé Étienne, sa voix inhabituellement calme. L'expression de grand-père Henri contenait des décennies de douleur contenue. Votre grand-mère, Éléonore, et moi étions mariés depuis 3 ans sans concevoir d'enfant. Nous passions des tests pour en déterminer la cause lorsqu'elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte. J'étais fou de joie, ne remettant jamais en question le timing. Il fit une pause, son regard lointain dans ses souvenirs. Ce n'est qu'après la mort d'Éléonore d'un cancer, quand Richard avait 17 ans, que j'ai trouvé ses journaux. Elle avait eu une brève liaison avec mon partenaire d'affaires, Charles de Witt. Richard en était le résultat. La mâchoire de mon père s'est serrée, mais il est resté silencieux. J'ai pris la décision de garder cette connaissance pour moi, a continué grand-père. Richard avait déjà perdu sa mère. Je ne pouvais pas supporter de lui dire que je n'étais pas son père biologique, surtout puisque je l'avais élevé et aimé comme le mien dès sa naissance. Si tu l'aimais tant, a interjecté ma mère sèchement. Pourquoi révéler ce douloureux secret maintenant devant tout le monde? Les yeux de grand-père se sont durcis. Parce que Richard a utilisé la préservation de l'héritage Blanchet comme justification pour chaque action manipulatrice et sournoise qu'il a entreprise. Il a brandi le nom Blanchet comme une arme contre ses propres enfants, favorisant l'un par rapport aux autres en fonction de qui il pouvait contrôler le plus facilement. Il a regardé directement mon père. Mais la vérité est que tu n'as jamais compris ce que signifie vraiment l'héritage Blanchet parce que tu n'as jamais eu à construire quoi que ce soit toi-même. Mon père a finalement parlé, sa voix d'un calme mortel. Alors, c'est ta vengeance? Annoncer que je suis un bâtard et me couper de l'entreprise que je dirige depuis 15 ans? Ce n'est pas une vengeance, Richard. C'est la responsabilité, a répondu grand-père. Et je ne te coupe pas entièrement. Toi et Diane conserverez 15% de propriété dans la fiducie, fournissant un revenu, mais aucune autorité de gestion. L'entreprise sera dirigée par Amandine et Étienne avec mes conseils aussi longtemps que je serai capable de les fournir. Et Juliette, a demandé ma mère avec insistance. Juliette conservera 10% de propriété et son rôle actuel pour une période probatoire. Son avenir dans l'entreprise dépendra de ses choix à l'avenir. Juliette a essuyé ses larmes, regardant avec incertitude entre nos parents et grand-père Henri. C'est grotesque, a déclaré mon père en se levant brusquement. Je contesterai cela devant le tribunal. J'exposerai ton déclin mental. Je t'en prie, fais-le, l'a interrompu grand-père calmement. Et je veillerai à ce que le procureur de la République reçoive le dossier complet sur tes crimes financiers. Comment penses-tu que les investisseurs de Cabourg réagiront quand ils apprendront que leur argent a été partiellement détourné vers tes comptes personnels aux îles Caïmans? La menace flottait dans l'air, ses implications sans équivoque. Mon père, pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, n'avait pas de contre-attaque. Nous rentrons à la maison pour discuter de nos options, a annoncé ma mère en rassemblant son sac à main avec des mains tremblantes. Juliette, viens avec nous. Juliette a hésité, regardant entre nos parents et grand-père Henri. Juliette, a répété ma mère sèchement. Après un moment d'hésitation, Juliette a suivi nos parents hors de la pièce. La lourde porte de la bibliothèque s'est refermée derrière eux avec un bruit semblable au point final d'une phrase compliquée. Le dîner de ce soir-là a été peut-être l'expérience la plus atroce de ma vie. Grand-père Henri avait insisté pour que nous restions tous au manoir de Beaulieu pour commencer la transition, comme il l'appelait. Mes parents et Juliette sont arrivés en dernier dans la salle à manger, ayant apparemment passé l'après-midi en discussion privée intense. La table en chêne massif, qui pouvait asseoir confortablement 24 personnes, semblait maintenant à la fois trop grande pour notre petit groupe et trop confinée pour contenir la tension qui rayonnait entre nous. Nous avons mangé dans un quasi-silence. Les seuls bruits étaient le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine fine et l'occasionnelle demande de passer le sel ou le vin. Étienne me lançait des regards interrogateurs à travers la table, clairement aussi mal à l'aise que moi.
Une fois le plat principal débarrassé, grand-père Henri a parlé. Demain matin, nous rencontrerons le conseil d'administration pour annoncer les changements de direction. Amandine, j'aimerais que tu prépares une brève déclaration sur ta vision de l'entreprise pour l'avenir. Le couteau de mon père a cliqueté contre son assiette à dessert. C'est encore précipité, papa. Le conseil travaille avec moi depuis des années. Ils n'accepteront pas simplement qu'Amandine intervienne sans poser de questions. Ils le feront. Ils comprennent que l'alternative est un scandale public et de potentielles accusations criminelles, a répondu grand-père d'un ton égal. Plus tard dans la soirée, Étienne m'a trouvé dans le kiosque du jardin, où je m'étais retiré pour appeler David et traiter les révélations de la journée. Il s'est assis à côté de moi sur le banc rembourré, regardant les étoiles visibles à travers le toit en verre du kiosque. Alors, a-t-il dit après un moment, apparemment, nous sommes partenaires d'affaires maintenant. Malgré tout, j'ai ri. Apparemment. Je ne connais rien au développement immobilier, a-t-il admis. Tu en sais plus que tu ne le penses. Et tu as un bon instinct pour les gens, ce qui est la moitié de la bataille. Je me suis tourné pour le regarder. Ça te va tout ça? Tu as toujours été clair sur le fait de vouloir ta propre voie. Étienne est resté silencieux un moment. Je pense que je suis en fait soulagé. La musique sera toujours ma passion, mais je galère à Londres. Trop de gens talentueux, pas assez d'opportunités. Il a haussé les épaules. Peut-être que c'est l'univers qui me dit qu'il est temps d'adopter une approche différente. Je peux toujours faire de la musique tout en aidant l'entreprise familiale. Co-fiduciaire, me suis-je amusé. Grand-père a été intelligent de structurer ça ainsi. Aucun de nous ne peut prendre de décision majeure seul. Des garde-fous, a convenu Étienne. Quelque chose que nos parents n'ont jamais permis. Le lendemain matin, grand-père Henri m'a invité dans son bureau privé, une pièce où je n'avais pas été autorisé à entrer depuis des mois. Contrairement à l'imposante bibliothèque, cet espace était intime et personnel, avec des fauteuils en cuir usé et des murs tapissés de photos de famille plutôt que de tomes juridiques reliés. Il a déverrouillé une armoire ancienne et en a sorti un album photo vieilli que je n'avais jamais vu auparavant. Alors que nous étions assis ensemble sur son petit canapé, il a commencé à me montrer des images des débuts du groupe Blanchet, chantier de construction, cérémonie d'inauguration, poignées de main capturées en couleur fanée. Ta grand-mère, Éléonore, était mon cœur, a-t-il dit doucement, montrant une belle femme au sourire chaleureux debout à côté de lui devant leur premier grand développement. Quand j'ai découvert sa liaison après sa mort, cela m'a presque détruit. Pas seulement la trahison, mais le fait qu'elle ait emporté la vérité dans sa tombe. Est-ce pour cela que toi et papa sembliez toujours tendus, même avant les problèmes financiers, ai-je demandé. Grand-père a hoché la tête lentement. J'essaie de ne pas laisser cela affecter la façon dont je le traitais. Mais peut-être qu'une partie de moi cherchait toujours la trahison d'Éléonore sur le visage de Richard. Et Richard, il a toujours senti qu'il manquait quelque chose entre nous, bien qu'il n'ait jamais su pourquoi. Il a tourné la page pour révéler des photos de mon père jeune homme, diplômé, rejoignant l'entreprise familiale. J'aurais dû lui dire la vérité quand il était assez vieux pour comprendre. Des secrets comme celui-ci empoisonnent les familles sur plusieurs générations. Comme le secret selon lequel mes parents détournaient des fonds de l'entreprise, ai-je demandé, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Oui, a reconnu grand-père. Bien que je soupçonne que ce crime particulier ait une motivation plus simple. Ton père a des goûts de luxe et la famille de ta mère a perdu son argent il y a 2 générations. Son statut social a toujours dépendu entièrement de la fortune Blanchet. Il a refermé l'album doucement. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre. Amandine, Richard n'est pas biologiquement un Blanchet, mais il est mon fils à tous égards. Je l'ai élevé, instruit, aimé. Ses actions sont de sa propre responsabilité, mais la distance entre nous, c'est en partie mon échec. La complexité des relations familiales n'avait jamais semblé aussi profonde. Grand-père Henri avait gardé un secret dévastateur pendant des décennies par amour. Pourtant, ce secret même avait créé un fossé émotionnel qui avait peut-être poussé mon père à ses propres tromperies. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé doucement. Maintenant, nous reconstruisons, a répondu grand-père. L'entreprise, oui, mais plus important encore, la famille, ou du moins les parties qui peuvent être sauvées. Avant que je puisse répondre, on a frappé sèchement à la porte du bureau. Étienne est entré, l'air troublé. Vous devez descendre, a-t-il dit avec urgence.
Papa est passé par le bureau de grand-père. Il est en train de détruire des documents. Les semaines qui ont suivi ce que notre famille appellerait la révélation ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Mes parents ont déclaré une guerre totale, tant juridique qu'émotionnelle. Ils ont quitté le manoir de Beaulieu le lendemain du jour où mon père a été surpris en train de déchiqueter des documents, s'installant dans leur appartement parisien et engageant maître Stanislas Robert, l'un des avocats les plus agressifs de Paris. Grand-père Henri a temporairement emménagé avec David et moi. Alors que la situation juridique se stabilisait, notre modeste maison semblait à la fois trop petite pour sa présence plus grande que nature et étrangement plus chaleureuse avec lui là, buvant du café à notre table de cuisine et partageant des histoires de ses débuts dans l'immobilier. La première salve de l'offensive juridique de mes parents a été une requête contestant la compétence mentale de grand-père. Malgré l'évaluation médicale indépendante confirmant sa capacité, ils ont soumis des attestations des spécialistes qu'ils avaient précédemment engagés. Tous suggéraient que grand-père Henri souffrait d'un déclin cognitif important avec des périodes occasionnelles de lucidité. Le juge François, fidèle à son amitié avec grand-père, a veillé à ce que l'affaire soit confiée à la juge Rebecca Martin, connue pour son approche pragmatique des conflits familiaux. Elle a ordonné une évaluation complète par un gérontopsychiatre nommé par le tribunal qui a finalement confirmé ce que nous savions déjà, grand-père Henri avait quelques problèmes de mémoire liés à l'âge mais était fondamentalement sain dans sa capacité de prise de décision. Le défi de la compétence ayant été rejeté, mes parents ont changé de tactique. Maître Robert a déposé une injonction d'urgence pour empêcher tout changement dans la structure de direction de l'entreprise. Affirmant que mon père avait opéré sous une procuration valide et que la réorganisation soudaine causerait un préjudice irréparable aux intérêts commerciaux du groupe Blanchet. Pendant ce temps, Juliette a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Des publications soigneusement formulées sur les abus envers les personnes âgées et les proches manipulateurs profitant de mon grand-père bien-aimé ont commencé à apparaître sur ses comptes Instagram et Facebook, bien qu'elle ne m'ait jamais nommé directement. Les implications étaient claires pour quiconque connaissait notre famille. « Tu peux croire ça ?» ai-je demandé à David un soir, en lui montrant la dernière publication de Juliette, une vieille photo d'elle et de grand-père avec la légende « Certaines personnes feraient n'importe quoi pour l'argent et le pouvoir. Même monter les membres de la famille les uns contre les autres. Le cœur brisé, mais je reste forte pour toi, grand-père. » David a mis de côté les dissertations qu'il corrigeait et a lu la publication, son expression s'assombrissant. Elle joue la victime alors que ce sont tes parents qui volaient des millions. L'ironie est presque impressionnante. Le bilan sur notre mariage était subtil mais réel. David avait toujours été mon roc, mais le stress constant des procédures judiciaires, des réunions d'affaires d'urgence et du drame familial mettait notre patience à l'épreuve. Les nuits tardives à éplucher les dossiers financiers de l'entreprise signifiaient moins de temps ensemble. Le poids émotionnel que je ramenais à la maison chaque jour créait une lourdeur difficile à échapper même dans nos moments les plus intimes. « Je suis désolé », ai-je chuchoté un soir après m'être emporté contre lui pour quelque chose de trivial, un oubli de course, si je me souviens bien. Je ne veux pas ramener tout ça à la maison avec moi. Et, a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Étienne a surpris tout le monde par la rapidité avec laquelle il s'est adapté à son nouveau rôle dans l'entreprise. Pendant que je me concentrais sur les opérations et le développement, il a pris en charge les relations avec les investisseurs et le marketing, des domaines où son charisme naturel et sa créativité se sont révélés d'une valeur inattendue. Il est revenu de Londres, prenant un appartement près du bureau et se jetant dans l'apprentissage du métier avec un enthousiasme que je ne l'avais jamais vu diriger vers autre chose que la musique. Il s'avère que je suis plutôt bon pour ce truc d'entreprise, m'a-t-il dit au déjeuner à la cafétéria de l'entreprise environ un mois après la révélation. Qui aurait cru qu'expliquer des investissements immobiliers complexes à des investisseurs nerveux n'était pas si différent de convaincre des patrons de clubs de programmer un groupe inconnu. Son soutien est devenu encore plus crucial lorsque les audiences du tribunal ont commencé pour de bon. L'injonction préliminaire avait été refusée, mais l'avocat de mes parents avait intenté un procès plus substantiel contestant le nouvel arrangement de la fiducie sur de multiples motifs. Chaque audience signifiait plus de secrets de famille exposés dans l'environnement stérile du tribunal, avec des greffiers transcrivant sans passion chaque détail douloureux. La réaction de la communauté au drame de la famille Blanchet qui se déroulait était mitigée. Certains associés de longue date ont pris leur distance, mal à l'aise avec les allégations d'irrégularité financière. D'autres, en particulier ceux qui avaient fait l'expérience directe des tactiques commerciales impitoyables de mon père, semblaient presque vengés par sa chute. La famille élargie a choisi son camp, la plupart des parents de ma mère soutenant de manière prévisible mes parents,
tandis que les quelques parents survivants de grand-père Henri se sont ralliés derrière lui. Les rassemblements de vacances, autrefois obligatoires, sinon particulièrement chaleureux, étaient désormais complètement fracturés avec des invitations concurrentes et des absences marquées. À travers tout cela, grand-père Henri a maintenu une dignité tout simplement remarquable. Malgré l'exposition publique de l'infidélité de sa femme, de la trahison de son fils et de sa propre décision de cacher la vérité pendant des décennies, il n'a jamais montré d'embarras ou de ressentiment. Il a témoigné quand c'était nécessaire, a répondu honnêtement aux questions et a refusé de s'engager dans le genre de boue émotionnel que mes parents avaient embrassé. La vérité n'a pas besoin d'embellissement ou de colère défensive, m'a-t-il dit un soir alors que nous examinions les documents de l'affaire à ma table de salle à manger. Elle a simplement besoin d'être énoncée clairement et avec constance. Environ 6 semaines après le début des procédures judiciaires, je travaillais tard au bureau lorsque j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo d'une page de journal intime avec l'écriture distinctive de ma mère datée de près de 30 ans plus tôt. Henri m'a coincé aujourd'hui à propos des chiffres du projet de Cabourg. Il soupçonne que quelque chose cloche, mais ne réalise pas encore à quel point c'est profond ni depuis combien de temps Richard ajuste les comptes. Je l'ai convaincu que c'était une erreur comptable. Il me fait encore confiance, bien que moins qu'avant. Richard dit que nous devons accélérer le plan. J'ai peur de ce que cela signifie. Le message suivant la photo disait simplement « Il y en a d'autres d'où ça vient. Retrouvez-moi au parc de Saint-Cloud, sur le banc près de la Grande Cascade. Demain, 14 h. Venez seul. » J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant. C'était la preuve que la manipulation financière durait depuis bien plus longtemps que même grand-père ne le soupçonnait, mais cela pouvait aussi être un piège. Après avoir consulté nos avocats et grand-père Henri, j'ai accepté la rencontre avec des précautions. Étienne serait à proximité, observant à distance, et notre détective privé serait positionné avec une vue dégagée sur la zone. Le lendemain, enveloppé dans un manteau de laine contre le froid de novembre, je me suis assise sur le banc désigné. À exactement 14 h, une silhouette en veste à capuche s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Lorsqu'elle a baissé sa capuche, j'ai été choqué de voir l'assistante personnelle de ma mère, Greta, une femme qui travaillait pour notre famille depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas beaucoup de temps, a-t-elle dit, son accent allemand plus prononcé que d'habitude, suggérant le stress. Votre mère me licencierait immédiatement si elle savait que j'étais ici. Pourquoi faites-vous cela, ai-je demandé. Greta a regardé au loin, son profil net contre le ciel gris. J'ai respecté votre grand-père Henri pendant de nombreuses années. Ce que font vos parents, ce n'est pas juste. J'ai regardé, je n'ai rien dit pendant trop longtemps. Elle m'a tendu un petit paquet enveloppé dans du papier brun ordinaire. Les journaux de votre mère. 3 d'entre eux couvrant 25 ans. Elle pense qu'ils sont enfermés dans son coffre personnel, mais j'ai des doubles de ses clés pour les urgences. Elle s'est levée brusquement. Je n'ai jamais été ici. Vous ne m'avez jamais vu. Avant que je puisse la remercier, elle marchait d'un pas vif, disparaissant parmi les autres visiteurs du parc. Les journaux se sont révélés explosifs. Ma mère avait méticuleusement documenté des années de manipulation financière, commençant petit mais devenant de plus en plus effrontée à mesure que mon père gagnait plus de contrôle sur l'entreprise. Il y avait des références à des comptes offshore, des projections falsifiées et même des cas de fraude pure et simple dans les relations avec les investisseurs. Plus douloureuses étaient les références désinvoltes à moi et mes frères et sœurs. Étienne était rejeté comme désespéré ou pour les affaires. J'étais décrite comme trop attachée aux principes pour son propre bien, tout comme Henri. Et Juliette était caractérisée comme parfaitement malléable. Elle signera tout ce que Richard mettra devant elle tant qu'elle aura son argent de poche et de l'attention. Lorsque nos avocats ont présenté les journaux au tribunal, la juge a ordonné une authentification médico-légale. Une fois vérifiés comme authentiques, ils ont effectivement démoli le dossier de mes parents. La preuve de crime financier délibéré à long terme était accablante. Pourtant, même si nous semblions gagner la bataille juridique, une réalité plus inquiétante a émergé. En travaillant avec des experts comptables judiciaires, nous avons découvert que plus de 2 millions d'euros avaient simplement disparu, transférés à travers tant de sociétés écrans et de façades que les tracer devenait presque impossible. L'argent s'était effectivement volatilisé dans la toile complexe de la Banque internationale. Après une journée particulièrement épuisante d'investigation financière, je suis rentré chez moi pour trouver David qui m'attendait avec une bonne bouteille de vin et des plats à emporter de notre restaurant italien préféré. Tu as besoin d'une pause,
a-t-il dit fermement, prenant ma mallette et la mettant de côté. Juste une soirée sans le drame de la famille Blanchet. Nous étions à mi-chemin du dîner lorsque mon téléphone a sonné. Voyant le numéro d'Étienne, j'ai répondu en m'excusant. Mandy, a-t-il dit, sa voix serrée par l'émotion. Papa vient de m'appeler. Il veut me voir demain. Juste lui et moi. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé en posant mon verre de vin. J'ai dit que j'y réfléchirais. Étienne fit une pause. Je pense que je devrais y aller. Peut-être qu'il est enfin prêt à s'expliquer. Ou peut-être qu'il essaie de nous diviser, ai-je répliqué. Ça a toujours été leur stratégie. Nous monter les uns contre les autres. Je sais, mais... Étienne a soupiré. C'est quand même notre père, Mandy. Biologique ou non. Tu ne veux pas comprendre pourquoi il a fait tout ça? La question m'a frappé plus fort que je ne l'imaginais. Est-ce que je voulais comprendre? Une partie de moi ne voulait que la justice, des conséquences, tourner la page. Mais une autre partie, la fille qui avait autrefois adoré son père malgré ses défauts, voulait désespérément des explications qui pourraient donner un sens à la trahison. La rencontre n'a jamais eu lieu. Le lendemain matin, nous avons appris que mon père était monté à bord d'un jet privé à destination d'un pays sans traité d'extradition avec la France. Ma mère a prétendu ignorer ses plans lorsqu'elle a été interrogée par les autorités, bien que peu l'ait cru. L'enquête officielle sur les finances du groupe Blanchet passait maintenant du domaine civil au pénal, la brigade financière s'intéressant directement à l'affaire. Au milieu de ce chaos, un petit miracle s'est produit. Lors d'un rendez-vous médical de routine, j'ai découvert que j'étais enceinte de 8 semaines. David et moi essayions depuis près d'un an, et le timing semblait à la fois terrible et parfait. Une nouvelle vie émergeant des cendres de la destruction familiale. Quand j'ai annoncé la nouvelle à grand-père Henri, ses yeux se sont remplis de larmes. Les premières que je voyais depuis le début de toute cette épreuve. La vie continue, a-t-il dit simplement, plaçant sa main usée sur la mienne. C'est toute sa beauté. Un an après le jour où grand-père Henri s'est levé dans la bibliothèque et a tout changé, nous nous sommes réunis à nouveau au manoir de Beaulieu, non pas pour une lecture ou une procédure judiciaire, mais pour un autre type de réunion de famille. La grande maison semblait différente maintenant. Nous avions retiré certaines des œuvres d'art les plus ostentatoires que ma mère affectionnait et ouvert des pièces qui étaient restées fermées depuis longtemps, laissant entrer la lumière dans des espaces qui avaient été dans l'ombre pendant des années. Mon père était toujours à l'étranger, vivant apparemment dans une villa dans un pays connu pour abriter de riches fugitifs. Les autorités avaient gelé bon nombre de ses actifs connus, mais nous soupçonnions tous qu'il avait planifié sa fuite avec soin, avec des ressources cachées là où elles ne pouvaient pas être facilement tracées. Ma mère avait négocié un accord avec le procureur, acceptant de coopérer en échange d'éviter la prison. Elle vivait maintenant dans un appartement modeste, toute prétention de prééminence sociale abandonnée. La transformation la plus surprenante a été celle de Juliette. Après avoir initialement pris le parti de ses parents, elle avait vécu ce qui semblait être une véritable crise de conscience lorsque les enquêteurs fédéraux lui ont montré les documents réels qu'elle avait signés, des papiers qui l'impliquaient dans des crimes potentiels. La réalité de sa situation avait fini par pénétrer la bulle protectrice que nos parents avaient créée autour d'elle. Je ne comprenais pas ce que je faisais, m'avait-elle dit en larmes lors d'une conversation difficile 6 mois plus tôt. Papa a toujours dit que c'était juste une planification fiscale agressive, que tout le monde dans notre position faisait la même chose. Tu as 30 ans, Juliette, avais-je répondu, non sans gentillesse mais fermement. À un moment donné, tu dois assumer la responsabilité de tes propres choix. Cette conversation avait marqué le début d'une réconciliation timide. Juliette avait commencé une thérapie, quitté l'appartement de luxe que nos parents lui avaient fourni et pris un poste légitime dans la fondation caritative de l'entreprise, un travail qui semblait véritablement engager ses talents et ses intérêts. Maintenant, alors que nous étions assis autour de la table à manger, grand-père Henri en bout de table avec Étienne, Juliette, David et moi disposés autour de lui, il y avait un sentiment d'optimisme prudent qui aurait été inimaginable un an plus tôt. Mon fils, Jacob, âgé de seulement 3 mois, dormait paisiblement dans un couffin à côté de ma chaise. Sa présence était un rappel constant de la continuité de la vie malgré les bouleversements. Je vous ai tous réunis ici parce que j'ai pris une décision concernant le manoir de Beaulieu, a annoncé grand-père Henri une fois que nous avons eu fini notre repas. Je le vends. La déclaration, livrée sans préambule, nous a tous réduits au silence. Mais c'est la maison familiale, a protesté Juliette.
Elle est dans la famille Blanchet depuis 3 générations. Exactement, a hoché grand-père. Et elle porte le poids de 3 générations de secrets, de mensonges et de malheurs. Cette maison nous a tous façonnés, et pas toujours pour le meilleur. Il a regardé autour de la table, son regard s'attardant sur chacun de nous. L'héritage Blanchet n'est pas cette maison ni même une entreprise. C'est ce que nous construisons ensemble pour l'avenir. Et je pense que nous avons besoin d'un terrain neuf pour construire. Au dessert, il a dévoilé les plans architecturaux de 3 propriétés adjacentes sur un magnifique terrain surplombant le même lac, mais depuis la rive opposée. 3 maisons. Une pour grand-père Henri, une pour David, moi et notre famille grandissante, et une pour Étienne, qui s'était récemment fiancé à une brillante avocate en environnement rencontrée grâce aux initiatives de développement durable de l'entreprise. Et moi, a demandé Juliette doucement quand elle a remarqué qu'il n'y avait que 3 maisons prévues. Grand-père Henri l'a regardé pensivement. Cela dépend de toi, Juliette. Ta période probatoire avec la fondation se termine le mois prochain. Les rapports que j'ai reçus suggèrent que tu as trouvé ta vocation là-bas. Si tu choisis de rester avec la famille et de continuer sur ta voie actuelle, nous construirons une 4e maison. Ou peut-être préférerais-tu ton propre espace ailleurs. Le choix t'appartient. Juliette a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. J'aimerais rester près de Jacob. Je veux être une vraie tante pour lui. Pas le genre de tante que notre mère était pour nos cousins, envoyant des cadeaux coûteux mais jamais vraiment présente. L'entreprise s'était stabilisée sous notre direction conjointe. Le groupe Blanchet avait traversé le scandale avec remarquablement peu de dommages permanents, en grande partie grâce à notre transparence avec les investisseurs et les partenaires sur ce qui s'était passé et les changements que nous avions mis en œuvre pour éviter des problèmes similaires à l'avenir. Nous avions réduit certaines opérations, vendu des propriétés qui avaient des associations douloureuses et nous nous étions recentrés sur le type de développement orienté vers la communauté qui avait été la passion originale de grand-père Henri. Étienne avait trouvé un épanouissement inattendu dans son rôle commercial, bien qu'il jouât encore de la musique le week-end dans un club de jazz local. David avait continué à enseigner, mais avait réduit son emploi du temps pour être plus présent pour Jacob et pour me soutenir à travers les transitions en cours. Et j'avais découvert des forces que je ne soupçonnais pas posséder, une capacité à prendre des décisions difficiles, à diriger à travers la crise, à reconstruire ce qui avait été brisé. Plus tard ce soir-là, alors que nous étions sur la terrasse surplombant l'eau, grand-père Henri et moi avons regardé le coucher de soleil peindre le paysage de nuances d'or et de pourpre. « Regrettes-tu, lui ai-je demandé, d'avoir tout révélé ? Il aurait été plus facile de laisser faire pour préserver l'image de la famille. » Il a considéré la question, ses mains usées reposant sur la balustrade en pierre. Plus facile à court terme peut-être, mais les secrets ne disparaissent pas. Ils métastasent. La malhonnêteté de ton père a grandi sur le terreau de ma propre tromperie concernant sa filiation. Les manipulations de ta mère ont prospéré dans les ombres que nous avons tous accepté de ne pas éclairer. Il secoua la tête. Non, Amandine. La vérité vaut toujours la douleur qu'elle cause. Il a jeté un coup d'œil vers la maison où David montrait à Étienne comment tenir correctement Jacob. D'ailleurs, regarde ce qui a émergé des décombres. Quelque chose d'authentique, quelque chose avec des fondations bâties sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Le printemps suivant, nous avons commencé les travaux sur les nouvelles propriétés. La cérémonie était simple, juste nous 5 et Jacob, qui rampait maintenant et babillait avec excitation. Juliette avait gagné sa place dans le cercle familial, son travail avec la fondation montrant une véritable promesse et sa relation avec Étienne et moi guérissant lentement mais sûrement. Grand-père Henri a insisté pour que nous retournions chacun une pelletée de terre, y compris Jacob, dont je guidais les petites mains autour du manche d'une pelle miniature. De nouvelles fondations, a dit grand-père, regardant son arrière-petit-fils avec une joie évidente. C'est ce qui compte à la fin. En repensant à l'incroyable voyage que notre famille a fait, de la trahison à la rédemption, je m'interroge sur vos expériences en matière de justice familiale. Le karma a-t-il ever livré un moment de vérité parfait dans votre famille ? Que ce soit une confrontation dramatique comme la nôtre ou une réalisation tranquille, j'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. La famille peut être compliquée, mais comme mon grand-père me l'a appris, la vérité vaut toujours la peine qu'on se batte pour elle, même quand elle fait mal.